Alors pour ce débat sur la notoriété mondiale des vins français, nous avons avec nous Catherine Dumas. Catherine Dumas qui se présente un petit peu comme la politique dans ce milieu, puisqu'elle a été sénatrice, elle est au Conseil de Paris, elle a l'ambition de lever un certain nombre de tabous sur un secteur qui fonctionne bien, mais qui a encore quelques difficultés. Et donc, elle nous en parlera tout à l'heure, et elle nous racontera son parcours. Honneur aux dames, nous avons également la présidente de Château-Roubine, Valérie Roussel, qui a repris donc ce domaine d'une centaine d'hectares en 1994, qui venait à l'origine du groupe Barrière et qui nous défendra avec ardeur le rosé de Provence. Voilà. À côté d'elle, Jean-Pierre Cointreau, à ne pas confondre avec la marque Rémy Cointreau, parce que je crois que ce sont des cousins, mais ça n'est plus strictement son affaire, ou en tout cas sa préoccupation. Il nous expliquera comment fonctionne le groupe qu'il a créé, après avoir fait une carrière dans la parfumerie et les spiritueux depuis 33 ans. Nous avons également Louis-Marc Chevignard, qui est grand connétable de la confrérie des chevaliers du Tas de Vin, secrétaire général permanent des châteaux du Clos Vougeot, en Bourgogne, et qui nous expliquera un peu comment fonctionne cette association mondiale qui s'appuie sur 12 000 membres et qui a été créée en 1934 au moment de la crise, justement pour essayer de survivre. J'oublie mon confrère. Non, j'allais également passer sur le meilleur d'entre nous, Olivier Poussier. Comme disait Jacques Chirac à propos d'Alain Juppé, donc Olivier Poussier, qui a obtenu le prix du meilleur sommelier du monde en 2010, en 2000 à Montréal, c'est ça, hein? Après avoir obtenu un titre à Tokyo en 1995, qui a auparavant en 90 été le meilleur sommelier de France, qui est le chef sommelier de Le Nôtre, après avoir travaillé à la Tour d'Argent, chez Le Doyen, à Londres chez Connaught et à Oxford, aux 4 saisons. C'est bien ça? Voilà, vous expliquerez un peu votre métier et votre vision aussi de ce domaine, où vous considérez que la diversité est quelque chose d'essentiel. Et puis, pour m'assister, mon confrère Olivier Pels, qui connaît le domaine infiniment mieux que moi, qui pourra poser les bonnes questions si je m'essouffle. Olivier Pels est rédacteur en chef de la Revue du vin de France. Il rentre de Hong Kong, il pourra nous parler du marché chinois. Donc voilà, nous avons là tous les éléments pour faire un bon débat. Peut-être qu'on peut commencer par pipoliser un peu le débat, c'est-à-dire que Valérie, vous nous racontez un petit peu comment vous vous êtes lancée, les difficultés que vous avez rencontrées, et est-ce que vous dirigez aujourd'hui? Tout d'abord, effectivement, la belle aventure de Château-Roubine est arrivée en 1994. Donc, je sortais effectivement de l'excellence de l'hôtellerie française, puisque après avoir étudié à Lausanne, à l'école hôtelière, c'était mon premier emploi. Et ensuite, étant varoise d'origine, j'ai souhaité tout simplement revenir, tropézienne pour être dans le people. Donc j'ai souhaité revenir dans ma région d'origine. Il se trouve que cette magnifique propriété d'un seul tenant, qui représente 130 hectares au total, était à vendre. Et donc je me suis mis le défi et fait le pari de la redresser. Voilà, donc effectivement, pour répondre un petit peu au sujet de l'excellence française, le rosé de Provence aujourd'hui, c'est vraiment un point d'excellence au niveau international, c'est reconnu. On va dire, on savait déjà que c'était le plus ancien rosé du monde était provençal. Aujourd'hui, on peut dire que le plus répandu en matière d'excellence, il est provençal. Le rosé, le meilleur rosé du monde est provençal.
Et le rosé s'est imposé. Parce qu'au Le départ, rosé c'était s'est considéré imposé. un peu comme un vin mineur. Ah oui, c'était un rosé. Le rosé, c'était une sous-boisson. D'abord, c'était pas une couleur qui existait. C'était pas du vin. Pour dans certaines régions viticoles, c'était pas franchement considéré comme une vraie couleur de vin. Et aujourd'hui, ben, l'évolution de la société, la jeunesse aussi, a fait qu'aujourd'hui, le rosé s'est imposé comme un véritable phénomène de mode qui plaît aux jeunes, qui plaît aux femmes, et qui s'est imposé et qui est la seule couleur qui aujourd'hui est en progression dans la consommation du vin. Voilà. Très bien, donc les goûts évoluent. Jean-Pierre Cointreau, vous êtes assis sur trois domaines d'activité. Hein, vous êtes revenu à vos racines familiales, le cognac, mais vous êtes également sur le champagne, puisque maintenant vous êtes président des Champagnes Gosset, et également sur les liqueurs. Comment est-ce que vous avez construit ce groupe qui aujourd'hui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et que vous rencontrez encore? Quelle est la part de l'exportation dans ce que vous faites et comment vous vous différenciez de vos concurrents qui sont nombreux? Alors c'est vrai que nous avons la chance d'avoir créé avec mes sœurs depuis plus de 30 ans maintenant un groupe totalement autonome et privé qui se consacre à des produits d'excellence qui sont cognac avec la marque Frappin, le champagne avec la marque Gosset et les liqueurs avec par exemple la crème de cassis en Bourgogne de Védrenne. Ce que je peux dire, c'est que en tant que groupe familial, nous nous sommes consacrés à des produits d'excellence. C'est pas pour rien que chacun de nos métiers est aujourd'hui labellisé entreprise du patrimoine vivant, qui est une garantie donnée par le gouvernement au savoir-faire d'excellence. Mais l'excellence, c'est la base de notre travail. Je crois aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans une filière d'avenir, même s'il y a des freins au développement, et je crois que vous voulez en parler tout à l'heure. Je pense que les vins et spiritueux, et les vins en particulier, et le champagne en particulier, est une filière d'avenir, tout simplement parce que, d'abord, nous savons que nous avons des produits qui ne sont pas délocalisables, puisque par définition, nous sommes dans des AOC. Et à partir de là, nous rayonnons sur les 5 continents. Aujourd'hui, Champagne-Gosset, c'est 60% d'exportation, c'est plus de 70 pays, avec un développement qui est bien sûr d'abord européen, mais avec une vogue croissante dans l'ensemble des pays émergents. Et c'est pour ça que je crois qu'à partir du moment où les classes moyennes vont croître dans les pays émergents dans les 25 ans qui viennent, un avenir relativement radieux s'ouvre à la filière viticole française, même si on doit bien constater aujourd'hui que nous continuons à nous développer, alors je parle globalement, pas uniquement de mes marques, en valeur, alors que les développements en volume sont aujourd'hui stagnants. Et je crois que là, il y aura beaucoup de choses à dire dans le futur. Alors, merci. Louis-Marc Chevignard, vous êtes non pas un exploitant, mais vous êtes à la tête d'une association qui a été créée dans des conditions particulières pour échapper au déclin des années noires, auxquelles nous sommes peut-être en train de revenir d'ailleurs, c'est-à-dire les années 30. Cette association a pris un essor formidable. Elle est aujourd'hui présente partout dans le monde. On a tous dans la tête ces images de chevaliers qui sont intronisés, etc. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne et à quoi ça sert, pour dire les choses clairement. Alors expliquez-nous. Il faut garder un peu de secret et de mystère en toute chose, cher ami. Et je me sens un peu... sinon isolé, mais moi je parle plus de l'image que du produit, comme vous tous. Là, je suis impressionné parce que le produit, pour moi... Souvent l'image fait le produit. Hein. Oui, mais c'est un ensemble. Le vin, en l'occurrence le vin de Bourgogne, mais tous les vins sont faits pour être dégustés à table, autour d'une bonne table, avec des amis, et c'est là-dessus qu'on travaille nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a des chiffres, il y a de l'exportation. Notre confrérie, qui effectivement a démarré il y a 80 ans, 1934,
était une vraie réponse à un vrai problème, puisqu'il y avait une surproduction et pas d'argent, mais vente des vins. Donc les vignerons de Nuits-Saint-Georges et de la région sont retrouvés, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, puisque personne ne veut de nos vins, on va les boire nous-mêmes et puis on va inviter quelques amis. Eh ben, c'était une réponse assez simple, mais en y ajoutant un petit cérémonial pour animer les soirées, ça se passait dans une cave, etc. La mayonnaise a pris, grâce notamment à la presse, et je suis heureux de voir qu'elle est présente aujourd'hui, qui a retransmis tout ça dans le monde entier. Et dès 1938, on s'est installé à New York, on a ouvert ce qu'on appelle une commanderie à New York, et ceci des avant-guerres. Aujourd'hui, donc 12 000 membres, comme vous l'avez signalé, dans le monde, qui sont autant d'ambassadeurs pour notre région. Et ils se réunissent là-bas, comme nous nous réunissons en Bourgogne au château du Clos de Vougeot. Les États-Unis, il y a 2500 membres, il y a des Australiens, il y a des Asiatiques. On a commencé au Japon il y a un peu plus de 20 ans, Hong Kong également, Shanghai et Pékin maintenant, et la Nouvelle-Zélande, Auckland était le dernier endroit où nous nous sommes retrouvés, mais il y a Tahiti, il y a les Bermudes, il y a certains pays d'Afrique, enfin je crois qu'on est représenté dans plus de 70 pays où le vin de Bourgogne est apprécié. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, partager et venir en Bourgogne, parce que le vin, c'est quelque chose, c'est pas seulement un produit, c'est plus que ça, c'est une histoire, c'est un homme, c'est une femme. En Bourgogne, ils font tout, ils cultivent, ils produisent, ils élèvent, ils commercialisent. Donc, quand vous connaissez cet homme ou cette femme, le vin a évidemment une toute autre saveur que simplement une étiquette et un prix. C'est ce qu'on essaye de faire passer auprès des uns et des autres. Et ma foi, je crois que c'est un peu dans l'air du temps. C'était une idée novatrice à l'époque. Maintenant, je crois que tout le monde est convaincu par ce genre de réflexion. Une sorte de franc-maçonnerie aussi Oui, les journalistes aiment bien titrer sur les francs-maçons et nous collent dedans. Bon, c'est vrai que c'est un réseau. Mais c'est un réseau ouvert. Je vois quelques francs buveurs à mes côtés. Et, voilà, il y a des chevaliers du tas de vin et il y en a qui vont le devenir, je pense, bientôt. Donc, c'est un réseau amical, mais qui nous permet, en cas de coup dur, quand les vins sont taqués, et Dieu sait si ça arrive de temps en temps, ça permet de donner une réponse qu'on transmet, on dit voilà ce qui se passe, etc. Soyez nos ambassadeurs, et on a des répondants un peu partout autour de la Terre. Merci. Alors, Olivier Poussier, vous êtes en première ligne, vous, en tant que consommateur en chef, hein, pour apprécier les produits et juger de leur qualité et de leur diversité, parce que pour vous, c'est très important, la diversité, et c'est ce qui fonde l'excellence française en la matière. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, tout à l'heure, nous avons évoqué en off tout à l'heure la diversité. Et à mon sens, c'est un élément prépondérant pour la viticulture française et européenne dans l'ensemble, car tous les pays qui nous entourent ont aussi une grosse diversité de vins. Je pense que ça dépasse la France, mais c'est une culture européenne qui est à défendre et qui est à promotionner. Cette notion de diversité, Madame Roussel, qui est ici présente, fait partie d'une région viticole qui a énormément de cépages autochtones du bassin méditerranéen. Chaque région française a une diversité de cépages qui arrivent à maturité physiologique et bonne maturité dans des climats et des endroits bien précis. Et il faut transmettre le message de ça. Je crois que la place des vins dans le monde, la place des vins français, je rappelle un chiffre que les statistiques françaises ont donné fin 2012, 19% des vins français dans le monde, 19% des vins sont des vins français dans le monde. Donc une large place qui correspond, si vous voulez, vraiment à l'importance en termes de production, en termes d'exportation des vins français. Une filière de viticole qui est immense derrière, qui emploie un nombre incalculable de personnes, plus de 250 000. Donc il faut imaginer que chaque région française a des spécificités. Ces spécificités, il faut savoir en parler. On a tendance, si vous voulez, cher monsieur, je trouve, à oublier un petit peu aux quatre coins de l'Hexagone les appellations diverses et variées françaises qui font partie de notre histoire et de notre culture, qui sont issues de cépages plus ou moins connus. Mais je pense que là encore,
à travers ce qui se passe dans le monde. Vous savez, il y a une grande écrivaine anglaise qui avait dit, Jancis Robinson, qu'à la fin des années 90, que l'univers du monde viticole et la consommation tournerait autour de 10 cépages. Bon, elle n'a pas eu tort de marquer ça. Fort heureusement, en France, nous avons plus de 10 cépages. Et c'est justement ça qu'il faut faire connaître. Et même si tout le monde n'est pas au fait de la diversité des cépages qui existent et des terroirs qui existent, cependant, sachez que à travers mes voyages divers et variés dans le monde, je m'aperçois quand même que les grands connaisseurs de vin et les sommeliers, qui sont mes collègues sommeliers partout dans le monde, sont un excellent relais de passage de messages en ce qui concerne toute cette diversité d'appellations. Il faut, moi je considère que quelque chose est important pour la France, quand vous êtes dans un pays et que vous voyez que toutes les régions viticoles sont représentées. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Alors, comme vous voyez aussi les goûts évoluer, qu'est-ce qui est particulièrement tendance en ce moment? En termes de tendance de consommation... Prenons les Asiatiques, puisque ce sont des gros consommateurs, on parle beaucoup d'eux, tout dépend, que je fais une différence entre les nouveaux marchés émergents, qui sont la Chine, et les marchés, je dirais, qui ont eu une influence anglo-saxonne, comme type Hong Kong, Singapour et autres, où là, il y a une éducation au vin qui est nettement plus ancienne de ce qu'on pourrait l'imaginer. À partir de là, il est évident que vous prenez des cartes des vins sur Hong Kong, ce sont des cartes qui sont le reflet de la viticulture mondiale, avec une précision exceptionnelle, avec une qualité de sommelier et des forces en présence qui permettent de mettre les vins en évidence. La Chine, on est aux prémices, on est au balbutiement. Il y a une sommellerie, il y a des gens qui font le même métier que moi, mais la consommation du vin, déjà, est pas facile, pour la simple raison, c'est que l'univers du vin à table, en France et en Europe, le vin est en situation à table, il accompagne un repas. Alors qu'en Chine, le système d'alimentation, tous les plats sont mis ensemble sur la table, et le potentialité d'accord mets-vin ne fait pas encore partie, si vous voulez, de cette évolution de la culture du chinois. Donc on est plutôt sur un vin fédérateur qui rassemble, qui essaye de trouver sa place à partir d'une diversité de plats existants, alors que dans des pays comme Hong Kong et Singapour, qui ont un système d'alimentation qui est beaucoup plus international maintenant, avec des profils d'entrée, de plats principaux autres, la démarche des accords mets-vins va beaucoup plus loin. Donc j'aurais tendance à dire, il faut bien séparer, si vous voulez. Je souhaite que la Chine puisse arriver un jour à avoir autant de savoir-faire que la sommellerie japonaise, que la hongkongaise et singapourienne, mais on n'en est pas là. Alors, Olivier Peuls, qui est rédacteur en chef de Vins de France, revient justement de Chine, où il va régulièrement. Alors, il y a Hong Kong et le reste de la Chine. Hong Kong a abattu ses barrières douanières, ce qui permet, dit-on parfois, à l'industrie bordelaise d'obtenir un second souffle grâce à cet appel d'air. La Chine ne reste pas inerte malgré tout, le reste de la Chine. Comment vous voyez les choses, puisque quand on parle des pays émergents, on parle aussi d'abord de la Chine? C'est vrai que la Chine a beaucoup fait parler d'elle depuis 3 ou 4 ans. C'est très récent, hein, cet intérêt soudain pour les grands vins français, essentiellement les grands vins de Bordeaux pour commencer. Il faut savoir que on va effectivement mettre Hong Kong de côté pour les raisons qu'expliquait Olivier. Il y a là-bas une culture plus traditionnelle ouverte sur le vin, parce que Hong Kong a longtemps brassé des populations d'origine européenne, mais aussi du monde entier. C'est très cosmopolite, Hong Kong. La Chine s'est ouverte beaucoup plus récemment. Les Chinois ne se sont pas réveillés un matin avec une subite envie de boire du vin. Le vin est arrivé là-bas, non pas parce que les Chinois se sont mis à trouver ça bon. Les Chinois ne sont pas des buveurs de vin de tradition, ce sont des buveurs de thé. Le vin est entré là-bas comme un produit statufiant. En réalité, on offre des bouteilles de vin pour marquer son intérêt, son respect à des gens. Et au plus on offre une bouteille de vin cher, au plus on marque un intérêt important. Mais ces bouteilles, en un premier temps, et très souvent d'ailleurs encore aujourd'hui, sont des bouteilles qui ne servent que de cadeaux, qui sont reçues, données, qui changent de main, qui finissent sur une étagère pleine de poussière et qui ne sont jamais bues. Alors de temps en temps, effectivement, on en ouvre, on fait des grands repas, on invite tous ses amis, on se bat à coups de moutons Rothschild, de Lafite, de Latour et autres. On ouvre pour des dizaines de milliers d'euros, on fait camper et glouglou, tout ça termine en général assez lamentablement. Maintenant, commence à arriver petit à petit dans les grandes villes, mais très lentement quand même, une population qui se dit que peut-être que derrière tout ça, il y a un véritable intérêt et qu'il y a une éducation à mettre en place. Alors ça, c'est le grand enjeu de demain pour la Chine. Est-ce que la Chine, petit à petit, via ses classes moyennes,
parce que c'est évidemment à ce niveau-là que ça se jouera, va trouver un intérêt pour le vin, un intérêt gustatif ou pas. Ça ne va pas se faire en 2 ans, pas en 5 ans, ce sera sans doute le temps d'une génération. Quand vous allez aujourd'hui en Chine, et je ne parle pas de Pékin, de Shanghai, des hôtels internationaux, quand vous sortez un petit peu de ces villes, il n'y a pas de vin en Chine. Les restaurants, il n'y en a pas. Vous allez dans les bars, il n'y en a pas. Les gens n'en boivent pas. Aujourd'hui, qui boit du vin en Chine? Une toute petite frange de gens éduqués qui voyagent ou qui se sont occidentalisés. Mais le chinois de 50 ans traditionnel ne boit pas de vin. Alors, le faire boire ces produits-là, ça va certainement prendre beaucoup de temps. Et en même temps, sans doute l'un des meilleurs alliés de la promotion du vin en Chine, ce sont les Chinois eux-mêmes. Parce que depuis maintenant quelques années, ils plantent, et ils plantent beaucoup. Dans toutes les régions de Chine, aujourd'hui, vous avez des vignobles qui poussent comme des champignons dans des sous-bois humides, mais des vignobles de taille extrêmement conséquente. J'ai visité dans la province du Ningxia il y a 10 jours une unité de production qui appartient à COFCO, qui est le leader chinois de la production de vin, qui est un groupe qui va bien au-delà, c'est un peu le Danone chinois si on veut. Cette unité de production va dans les années, quand on dit dans les années, l'année prochaine, produire 26 millions de bouteilles par an. 26 millions de bouteilles par an. Et des unités comme ça, ils en ont ou ils sont en train d'en construire 10. Donc ce vin, il va bien falloir qu'ils le vendent. Et ils vont le vendre à qui? Essentiellement à leur marché. Et c'est avec le développement de ce marché chinois, avec les vins chinois, que très vraisemblablement, l'intérêt pour les grands vins français arrivera. Mais pensez, comme on a pu le croire là depuis 1 ou 2 ans, que l'on va continuer à vendre à n'importe quel prix, n'importe quoi aux Chinois qui vont continuer à les acheter, dire merci et les entasser, je pense qu'on fait fausse route. Olivier, vous vouliez dire quelque Oui, chose? non, c'est juste pour donner quelques chiffres en termes de consommation de vin en Chine. C'est 1 demi-litre de vin par habitant et par an, et c'est 30 litres de bière par Chinois par habitant et par an. Donc, vous voyez, là, sans parler de la culture du thé, la proportion de vin, comme pour aller dans le sens d'Olivier, est très infime. Et pour rebondir sur les chiffres, savoir que la Chine a planté, je crois que peut-être avec l'Australie, c'est le seul pays qui est en termes de plantation de vignes en excédent aujourd'hui. Je veux dire, par rapport, le monde viticole a tendance à baisser, et la Chine est à 450 000 hectares, 5e pays producteur au monde, juste derrière la Turquie. Alors la Turquie fait peu de vin parce qu'elle fait des raisins de Smyrne et de Corinthe et du raisin à variété Pyrène pour manger et du vin un petit peu. Mais cependant, c'est le 5e pays planté au monde aujourd'hui. Donc vous voyez, le développement du vin en Chine et des régions viticoles, avec le pays de la grande diversité, ça va du climat semi-désertique, de la Mongolie, de la rivière Jaune dont tu parlais, à des pays où on va des vignes de Mavromensis plantées à moins 30. Des saisonnalités incroyables. Alors, on parle un peu moins des Chinois qui rachètent des châteaux dans le Bordelais, pourtant il y en a eu. Ça représente quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça fait évoluer sinon les pratiques, du moins le contexte? Alors que ce soit Est-ce qu'on a besoin aussi d'eux pour se développer? Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, moi je suis plutôt libéral. À partir du moment où les Chinois s'intéressent à ce vignoble et qu'ils ont envie d'en acheter et qu'ils mettent plus cher que le voisin, il n'y a pas de raison qu'on les empêche. On ne va pas demain pondre une loi anti-chinoise et les interdire d'acheter les propriétés à Bordeaux. C'est vrai que depuis 4-5 ans, ils se sont beaucoup intéressés à la région. Je crois qu'ils ont aujourd'hui pas loin d'une trentaine de propriétés. Ce sont des propriétés assez mineures parce que la manière dont les Chinois abordent aujourd'hui le vin, on parlait de ce côté statufiant tout à l'heure pour la consommation, mais c'est aussi un petit peu de cette manière-là qu'ils voient leurs investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je vois que ce soit les projets chinois en France ou même les projets chinois en Chine, ce sont généralement avant tout des projets économiques. Pour l'instant, je dois bien dire que, j'attends d'être convaincu un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de passion. Je n'ai pas vu beaucoup de gens me parler avant tout de leur amour du vin, du terroir, etc. Ils parlent beaucoup de business plan, ils parlent beaucoup de retour sur investissement, et c'est comme ça qu'ils arrivent à Bordeaux. Ils achètent des châteaux pas très chers, enfin de valorisation moyenne, plutôt des châteaux bas de gamme pour faire simple, même s'ils montent un tout petit peu. Ils produisent à pas cher, et ils réexpédient tout en Chine, où là, ils revendent sur leur marché local extrêmement cher. Et donc, ils ont des ambitions de plus-value et de business plan
très rentables à très court terme. C'est sans doute pour ça aujourd'hui que jusqu'à présent, ils ne sont pas allés dans les crus classés les plus prestigieux, parce que l'investissement là ne permet pas de gagner de l'argent à court, moyen, voire parfois même à long terme. Quand vous investissez aujourd'hui 100 ou 150 millions d'euros, ce qui est le ticket d'entrée pour un cru classé du 155, voire même au-delà, avant de voir revenir votre argent, il va se passer quelques années. Et ça, c'est pas un modèle chinois aujourd'hui. Eux veulent venir et gagner beaucoup d'argent rapidement. Ce sera sans doute la limite du système, et il va y avoir des grosses déconvenues. Alors, revenons un peu... Oui, pardon. On peut quand même rajouter que quand on regarde l'histoire des propriétés viticoles en France, beaucoup de maisons de champagne ont été créées par des Allemands, beaucoup de maisons de Bordeaux ont été créées par des Anglo-Saxons. À Cognac, ce sont soit des Anglo-Saxons, soit des Scandinaves qui ont installé beaucoup de maisons. Donc je crois qu'il faut effectivement être un peu libéral et si l'on veut avoir une croissance des produits français à l'exportation, et notamment des vins et spiritueux français, il faut aussi leur permettre de venir s'intéresser à nos produits et donc investir chez nous. S'ouvrir. Alors, Catherine Dumas, vous estimez que le secteur du vin se porte bien, qu'il est assis sur un patrimoine traditionnel, qu'il y a néanmoins pas mal d'efforts à fournir encore, notamment dans la formation des jeunes. Oui, alors moi je ne suis pas une technicienne du vin, mais plutôt de la politique. Mais en revanche, c'est vrai que toute ma vie politique, je l'ai consacrée non pas au vin, à l'œnologie, mais à l'excellence française, à la promotion de ce qu'est la France. Et vous parliez, Monsieur Poussier, de sa diversité. Eh bien, diversité des territoires, en effet, c'est valable pour le vin, mais c'est valable pour les métiers d'art, c'est valable pour la gastronomie, etc. Une richesse que notre territoire a vraiment. Donc j'ai toute ma vie, lors de différents mandats politiques, essayé de faire cette promotion parce que, comme le disait le professeur Kayat, on doit passer par les politiques pour faire passer des idées, c'est ainsi. Et malheureusement, sur ces sujets, si la France a beaucoup d'atouts, au départ, il y a aussi beaucoup de difficultés à faire passer un certain nombre d'idées. Il y a un certain nombre de tabous à lever par rapport à l'excellence française, par rapport au luxe, par rapport au vin, bien entendu, on le voit en ce moment, par rapport à la table. On se dit que... Eh bien, je pense que les Français, d'abord, en général, après on parlera des politiques, ont un peu tendance à se dire oui, on a plein d'atouts, plein d'acquis, tout va très bien, et puis c'est comme ça, on est les meilleurs au monde et on est les seuls. Quant aux politiques, la culture française fait qu'ils ont un peu de mal à parler de ces sujets, qu'ils considèrent... moi, quand je parlais de ça au Sénat, dans des séances la nuit, sur des amendements, on me disait, toi, tu travailles pour les riches. Je disais, non, moi, je travaille pas pour les riches, je travaille pour ce qui représente le patrimoine de la France, d'abord, son histoire, son territoire, son développement économique, son image à l'export, etc., etc. Et ça, c'est pas les riches, c'est des tas d'emplois, c'est des hommes, des femmes. Donc, j'essaye de lever ces tabous, de faire passer des messages. Je me sens d'ailleurs un peu seule dans le monde politique, il faut bien le dire, parce que au Sénat, j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens, mais j'ai quand même un certain nombre de difficultés, alors que nous avons beaucoup d'atouts. Alors, la formation, en effet, est un vrai sujet. Je milite beaucoup pour que tous ces métiers manuels, parce que derrière le vin, on en parlait tout à l'heure off, derrière le vin, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, et beaucoup de métiers, hein, le vin, les spiritueux, il y a énormément de savoir-faire, et il faut faire en sorte que ces savoir-faire d'abord perdurent, qu'ils soient transmis, qu'ils puissent évidemment bénéficier d'innovation, etc., pour s'adapter aux demandes qui elles-mêmes évoluent, à la demande des consommateurs, et évidemment la question de la formation est très importante, donc de l'apprentissage, etc. Donc j'essaye de travailler sur tous ces sujets. Je suis optimiste, mais je pense quand même qu'il y a un manque d'organisation, et je suis bien placée pour le savoir, parce qu'encore une fois, en tant que femme politique, il y a un manque d'organisation dans ce pays, que ces sujets sont considérés comme mineurs, alors qu'ils ne devraient pas. Je milite par exemple pour qu'il y ait au sein du gouvernement un portefeuille qui puisse être dédié à l'excellence française, qui, après tout, a des problématiques transversales qui sont souvent similaires entre la transmission du patrimoine, l'innovation, etc. Et qu'il faudrait qu'il y ait un politique qui soit dédié à ces sujets, alors que souvent, il y a 5-6 ministres qui s'en occupent, et je dirais que c'est un peu le dernier sujet, quand ils ont un petit peu de temps, dont ils parlent, sur lequel ils travaillent. Ça représente quoi, Olivier, dans le PNB français, l'industrie du vin? Alors l'industrie du vin aujourd'hui, c'est le deuxième
poste le plus bénéficiaire pour la balance économique du pays, derrière l'industrie de l'aéronautique et du spatial, dont une grande partie d'ailleurs est fabriquée en Allemagne ou en Angleterre. Donc si vous enlevez ça, si vous prenez la partie exclusivement française, aujourd'hui la filière vitiviticole est réellement le premier poste en France bénéficiaire dans la balance économique. C'est énorme. Et je suis content de vous entendre et d'entendre votre discours, mais malheureusement, il est tellement peu relayé. Vous savez, j'étais invité il n'y a pas très longtemps, je raconte une petite anecdote, à déjeuner avec un ministre du gouvernement actuel, Laurent Fabius pour ne pas le nommer, qui voulait avoir le sentiment de quelques professionnels du monde du vin sur la perception que nous en avions, parce que lui, en tant que ministre des Affaires étrangères, voilà, défend aussi l'image de la France. Il veut développer la diplomatie économique. Nous avons parfaitement bien déjeuné, bu de très bons vins, échangé autour d'un sujet qui visiblement le passionne, mais le problème, c'est que lui-même le reconnaissait, en France, on a le vin un peu honteux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce poste, cette balance économique, ces milliers d'emplois, c'est indélocalisable, c'est exporté dans 178 pays dans le monde. C'est aujourd'hui plus de 250 000 salariés directs ou indirects. C'est la préservation de patrimoine, c'est la lutte contre la désertification rurale. C'est tout ça l'ensemble vitivinicole français. Il n'y a pas, ou pratiquement pas aujourd'hui, un homme politique qui soit capable de s'en féliciter, de le défendre, de révéler cette fierté française. En Espagne, le vin est reconnu comme une valeur culturelle à part. Aujourd'hui, l'ANPA, qui est un puissant lobby d'ayatollahs anti-alcool, est en train de faire pression auprès du gouvernement, intégrant bien évidemment le vin dans la grande mouvance de la drogue, de tout ce qu'on veut, pour durcir encore la loi E20. On marche sur la tête dans ce pays, on marche sur la tête. Et quand la présidente de l'ANPA, récemment, dans une interview à des confrères américains, une revue viticole, dit il faudrait que l'on puisse interdire en France la promotion du vin sur Internet, et qu'on lui dit mais c'est quand même assez compliqué, Internet c'est quand même la libre. Elle dit on y est bien arrivé avec les sites pédophiles et néo-nazis. Non mais c'est quand même hallucinant. Les bras m'en tombent. Ouais. Voilà aujourd'hui aussi le grand paradoxe français, c'est l'autre French paradoxe. Et alors Valérie, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, trouvez-vous que... Je suis complètement d'accord et très choquée, puisqu'il faut aussi voir que l'ANPA, en l'occurrence, reçoit 60 millions de subventions payées à 50% par nous-mêmes, par le ministère de la Santé. Donc on est juste là pour se tirer une balle dans le pied, on fait la promotion juste d'une association qui met fait l'amalgame, effectivement, des drogues diverses et variées, et qui, loin de ce que disait justement Madame Dumas, de valoriser partout dans le monde, nous voyons les soirées élégantes, les femmes ou les hommes avec de beaux verres de vin à la main en publicité, c'est signe d'élégance, de réussite. Nous, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment... on a honte de notre patrimoine, et ça, je trouve ça extrêmement dangereux, parce que c'est une filière qui représente effectivement 500 000 personnes donc, qui en vivent. L'éducation, c'est quelque chose que l'on fait, nous, en tout cas, au travers de notre association, les Éléonores de Provence, notamment en Provence, mais aussi les femmes de vin en France. Chaque année, à la période des vendanges qui se passe en ce moment, nous aimons recevoir les classes d'école, parce que c'est au travers de tous ces métiers, il y a vraiment des métiers très, très variés, très riches, qui permettent de voyager, qui permettent de réussir, et dont il faut, je crois, parler aux enfants, à la jeunesse, parce que ce sont des ouvertures merveilleuses. Et Olivier Poussier, qui voyage aussi dans le monde, doit se rendre et a travaillé partout, c'est aussi justement un métier d'excellence. Là où parfois on n'est pas très bon, les Français, au moins dans cet univers de la gastronomie et du vin, nous sommes exportables. Oui, mais alors, voilà. Vous disiez tout à l'heure que, bon, comme le disait Olivier, enfin comme il me le disait, sur 100 grandes marques internationales, il y en a 90 de françaises. Mais on a un problème de volume. On a des exploitations, finalement, qui ne sont pas dimensionnées pour répondre aux besoins. On n'a pas de coordination, voilà. Comme certains pays, comme l'Italie ou l'Espagne. Nous n'avons pas, disons, une structuration de notre offre commerciale. Nous avons l'élite
ou le très bas de gamme, effectivement, et nous n'avons pas construit notre offre de manière à répondre aux attentes du marché. Les vins premium, les vins medium, et puis les entrées de gamme. Donc ça, c'est quelque chose. Et la notion de marque, de grande marque de vin, à l'exception de quelques-unes, mais qui sont très souvent très prestigieuses, mais on n'a pas la notion de marque comme vous disiez, Danone. Bon, Danone, ça parle tout de suite, mais en matière de vin, en France, on n'est pas capable, de par justement cette volonté du gouvernement de ne pas pousser. On ne peut pas planter, on est vraiment très empêché dans notre développement. Alors, pour continuer... je ne sais pas, Olivier, vous êtes empêché, enfin, ils sont empêchés, ou il n'y a tout simplement pas l'histoire, les structures, les grands groupes qu'il faudrait? Non, mais il y a Est-ce que l'histoire. c'est un problème de politique gouvernementale ou Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi, là, on ne va pas se la raconter non plus. Tout ne va pas merveilleusement bien dans le vignoble français. C'est aussi l'héritage de ce vignoble qui a plusieurs milliers d'années. C'est son morcellement. Il y a plus de 300 appellations d'origine contrôlée en France. La taille des propriétés, la taille moyenne des propriétés est toute petite. Il y a effectivement quelques grandes marques, essentiellement champenois, ou quelques grandes maisons de négoce dans le sud de la France qui commencent à avoir pignon international, on va dire, respectable, mais les volumes n'ont rien à voir avec les géants qu'on peut trouver en Australie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, demain en Chine. On n'a pas ça. Le vigneron français aussi, il faut bien le reconnaître, est très individualiste. Le vigneron français, il passe souvent plus de temps à dire du mal de son voisin qu'à essayer de faire avancer la cause commune de son appellation. C'est une réalité qu'on mesure assez souvent. Alors, suivant les régions, ça va plus ou moins bien, mais il y a très certainement aussi de la part de la filière un besoin de se serrer un petit peu plus les coudes. Quand on dit le lobby du vin en France, mais le lobby du vin en France n'existe pas. Ce sont des milliers de petits vignerons qui ont 4, 5, 10 hectares. 100 hectares, c'est une propriété tout à fait respectable. C'est encore de l'artisanat, mais c'est grand, 100 hectares. Jean-Pierre, vous avez une politique en Bourgogne, on n'est pas à ces niveaux-là. Vous avez une politique de niche ou vous ressentez par moment des problèmes de taille critique? J'ai jamais eu de complexe sur la taille critique. Ce qui est certain, c'est que en tant que Français, en tant que PME, nous avons la volonté de démontrer notre savoir-faire d'excellence par une politique premium, sans aucun doute. Je pense que si, avec toutes les remarques que l'on vient de faire, la France est le premier exportateur de vin dans le monde en valeur, c'est qu'on a encore beaucoup d'avenir devant nous et de capacité à progresser. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur pourquoi les deux plus grands groupes français en dehors du champagne n'ont pas de vin à leur portefeuille. Je pense qu'il doit y avoir certaines contraintes en France qui empêchent le développement de grands groupes qui produisent des vins de qualité pourtant par ailleurs. Catherine, alors, si on résume maintenant les problèmes dans l'ordre: mauvaise organisation syndicale, pas de relais auprès des politiques. Tout a été dit d'une part et d'autre. Vous avez raison en ce qui concerne toute la filière. C'est vrai, on a affaire en fait à des artisans d'art. Les vignerons, c'est ça, et donc il y en a énormément. Donc bon, ben, c'est la particularité, c'est aussi peut-être un peu français. Chacun vit sa vie, et donc rien n'est mutualisé, pas organisé. Les pouvoirs publics en face, pas mieux. Et en plus, alors pas mieux, parce que quand je pense qu'à l'export, chacun y va à sa façon, que même nos grandes institutions de l'export ne sont même pas capables de travailler ensemble, hein. Donc chacun se débrouille. Donc il y a de part et d'autre des choses qui vont pas. Moi j'ai créé un club de parlementaires. Aujourd'hui il y a 340 parlementaires, autant de droite que de gauche, puisqu'on est sur du non-clivant. On travaille pour la France sur la table française et on travaille de la fourche à la fourchette, donc sur tous les sujets de la table, pour sensibiliser le monde politique et faire en sorte qu'il justement il puisse d'abord légiférer, puisque c'est le cœur de métier, en toute connaissance de cause. Et ça marche pas mal. Aujourd'hui, j'avais un déjeuner avec ces parlementaires, une partie d'entre eux, bien sûr, autour du commissaire général de l'Expo,
qui aura lieu, l'Expo universelle qui aura lieu à Milan en 2015, dont le thème est comment nourrir la planète. Et nous avons parlé du pavillon France. Et bon, j'ai fait en sorte, enfin, on était un certain nombre à faire en sorte que le pavillon France puisse bien sûr avoir donné la place à la gastronomie, au vin, que les terroirs soient représentés, etc., etc. Donc c'est un travail incessant qu'il faut faire constamment. Olivier Poussier. Oui, merci madame. Je voulais dire, l'avenir de la viticulture française, elle n'est pas uniquement que sur une politique de masse. Hein. On a tendance à entendre effectivement de dire il faut être grand pour pouvoir y arriver. Non, il faut être fédéré autour d'une association, autour effectivement d'une volonté de vouloir aller dans le même sens. Mais cependant, regardez l'univers des petits vignerons aux quatre coins des appellations. Olivier disait très bien, je crois 293 appellations d'origine, un morcellement incroyable. C'est pas monsieur qui est en Bourgogne qui va nous dire le contraire. Hein, prenez le cas du Clos Vougeot, 50 hectares, 72 vignerons différents. Donc la massification du vignoble dans des régions viticoles, elle n'est pas possible, si vous voulez. À partir de là, ce qui est important, c'est que les fondamentaux d'un vigneron qui réussit, c'est déjà être un vigneron qui fait de la qualité. Donc promotionner et de promouvoir la qualité, c'est quelque chose qui est important. J'ai tendance à dire que vous soyez petit vigneron ou grand vigneron, dans la mesure où vous faites de la qualité et que les gens portent un intérêt à votre vin, vous êtes demandé à l'exportation et votre propriété devient, je dirais, vivable. Et je crois qu'à travers, si vous voulez, toutes les récentes réformes qui ont été faites dans le monde de la viticulture ont plutôt été faites pour les gros faiseurs de vin plutôt que pour les petits vignerons. Il faut quand même regarder les choses en face. Moi, je dis, après, fédérer les petits et les grands ensemble pour que, effectivement, que l'exportation soit pérenne et qu'on puisse vendre des vins divers et variés dans le monde entier, c'est une chose. Pour en revenir à ce que vous disiez, madame, sur l'éducation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rêve de pouvoir entendre un politique qui puisse nous dire, et je l'ai entendu une fois avec M. Darcos, sur le fait que éduquer les jeunes à la consommation, c'est déjà un grand pas de gagné. Je pense que si vous arrivez à faire comprendre, moi-même je donne des cours à Dauphine, de temps à autre, dans les écoles avec des gens qui ont un peu d'éducation, mais cependant, si vous arrivez à comprendre à quelqu'un la diversité des terroirs et la complexité des arômes de tel ou tel cépage par rapport à telle région, bien sûr, vous insufflez quelque chose et ça porte les gens à comprendre. Et automatiquement, si vous voulez, la consommation, pour comprendre la subtilité, il faut forcément boire avec modération. Donc si vous voulez, l'éducation à la consommation, à la dégustation, est quelque chose qui devrait faire partie d'un programme scolaire. Et Olivier, finalement, juste après, je vous passe la parole. Non, alors allez-y. Non, je suis 100% d'accord avec ce que dit bien sûr Olivier. La Bourgogne, c'est 0,3% de la production mondiale, c'est 3% de la production française. Donc on ne va pas faire du prêt-à-porter. Nous, ça peut être que du sur-mesure. On parle bien sûr que nos exploitations sont petites, je crois que c'est 5 ou 6 hectares en moyenne, mais on ne fait pas de pinot noir, on fait du Nuit Saint-Georges, on fait du Beaune, on ne fait pas de chardonnay, on fait du Corton Charlemagne ou du Montrachet. C'est des grosses nuances. Alors ce qu'on disait sur la Chine, en fait, c'est qu'un retour de l'histoire. Je vous parlais de notre confrère qui s'était implanté aux États-Unis avant-guerre. C'est exactement la même chose. Il y avait de l'argent, ils achetaient l'étiquette, comme on dit, et ils consommaient avec un peu de Coca-Cola parce que c'était meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont investi dans la vigne, ils ont produit leur vin, et maintenant ils en consomment là-bas. Et après, on arrive vers les vins français, les Bordeaux, les Bourgognes et tous les autres, et on les consomme, et c'est notre premier client. La Chine, ce sera pareil, mais ça ne va pas se faire en 5 ans ou en 10 ans, et c'est encore sur un autre niveau. Donc moi, je ne suis pas inquiet. On sait déjà ce qui va se passer. Il suffit d'être un peu... regarder un petit peu devant. Mais on n'est pas là, on ne va pas vendre 50% de notre production en Chine sous prétexte qu'ils sont prêts à l'acheter. Et l'éducation, 1000 fois d'accord. Je pense que c'est notre génération qui a raté le coche. Moi, comme vous, certainement, on descendait le dimanche à la cave avec notre père ou notre grand-père. On allait choisir la bouteille qu'on allait boire avec le poulet au four traditionnel, etc.
Et puis les familles ont changé, les repas ont plus ou moins disparu, les caves ont disparu parce que les appartements sont rétrécis. Et finalement, on n'a pas transmis cette éducation. Et c'est absolument primordial. C'est pour ça aussi qu'on a des ennuis actuellement avec les fameux beach drinking, les étudiants qui, etc. etc. Il n'y a pas que, je ne les accuse pas, mais je dirais, il faut aussi revenir, il faut retourner à l'école, cher ami, et leur dire... Madame également, il faut tout le monde doit le faire, c'est notre rôle Des à unités chacun. de valeur dans les programmes. Mais Olivier, est-ce que c'est pas inévitable qu'on perde des parts de marché compte tenu de la mondialisation de l'industrie du vin et effectivement le fait qu'il y ait de gros producteurs? Est-ce que l'important c'est pas de rester très vigilant sur la qualité? Moi, je crois qu'il n'y a rien d'inéluctable en la matière, et Olivier a raison. On ne s'en sortira en France qu'avec le haut de gamme et avec la qualité. Si vous prenez aujourd'hui les 100 marques de vin les plus prestigieuses, les plus recherchées, les plus cotées dans le monde, il y a 90 vins français qui sont dedans. Vous allez trouver un vin allemand, un vin italien, un cru très rare de la Napa Valley, mais dans ces 100 marques, il y a 100 vins français, dont beaucoup de Bourgogne d'ailleurs. Donc, cela veut bien dire qu'aux yeux du monde entier, la France reste, pour ses grands vignobles, pour ses grandes appellations, pour ses grands noms, l'excellence absolue. Les grandes maisons de champagne avec leurs grandes cuvées n'en ont pas assez à vendre. Les grands producteurs de Bourgogne, il n'y a pas aujourd'hui un seul producteur de bon Puligny-Morachet qui reste avec du vin sur les bras à la fin de l'année. À Bordeaux, c'est sans doute un petit peu différent parce que le système de commercialisation fait qu'il y a toujours cet effet de yo-yo. Mais enfin, globalement, ces vins aujourd'hui sortent des châteaux. Et on ne s'en sortira que comme ça. Si on veut rentrer dans le jeu de ce que sont en train, par exemple, de faire les Chinois dont je parlais tout à l'heure et produire 26 millions de bouteilles à 2 € pièce d'un vin à peu près cliniquement convenable, on ne peut pas le faire. Nous n'avons pas le même coût de foncier, nous n'avons pas le même coût du travail du personnel. Nous avons des contraintes qui nous empêchent d'aller sur ce terrain-là. Nous ne sommes pas compétitifs. En revanche, pour les vignerons qui travaillent et qui défendent une appellation, un terroir, une histoire, un savoir-faire, je ne suis pas inquiet du tout. Alors bon, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est pour ça qu'on a essayé de brasser un tableau assez général de la situation, sans méconnaître effectivement les vertus de cette excellence française qu'est le vin. Si je devais, pour clore ce débat, demander à chacun d'entre vous, si vous étiez au gouvernement ou si vous étiez le ministre que Catherine Dumas appelle de ses voeux, une mesure, chacun dans votre domaine, une mesure et une seule, qui pourrait faire progresser les choses, être un petit coup de pouce, qu'est-ce que vous diriez ? Autorisé à planter, à avoir des droits de plantation, tout simplement. Pouvoir planter. C'est idiot, mais on ne peut pas planter dans ce pays. À raison d'1,5 hectare par an, quand on est en développement, on n'arrive absolument pas à s'agrandir, à prospérer. Voilà. Déjà ça. Ça, c'est clair. Ça serait la première. Olivier ? Permettre que le vin soit positionné et puisse être présent à la télé dans des émissions culturelles, sans être montré du doigt. Parler du vin, tout simplement, comme on est en train de l'évoquer, dans la plus noble de ses expressions, en évoquant le travail des hommes, l'identité d'un terroir, d'un vécu, d'une culture. Je pense qu'il n'y a rien de mal à expliquer les choses comme ça, et ça participe à la compréhension des jeunes. Et je pense que si on pouvait remettre des émissions culturelles sur le vin, ça serait quelque chose de très important. Moi, je dirais au président que c'est pas bien d'avoir vendu 10% de la cave de l'Élysée par les meilleurs crus pour les remplacer par des vins meilleurs marchés. C'est un très mauvais signe. Ça veut dire qu'on reçoit des amis, mais on va leur donner des vins plus modestes. C'est pas bien. Et donc, je conseillerais d'acheter des vins de Bourgogne. Ok, Jean-Pierre ? Je crois tout simplement qu'il faut demander à tout le monde de ne pas avoir honte de ce qui est l'un des meilleurs produits français, l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger. Aujourd'hui, quand moi je vais à l'étranger, les gens comprennent tout de suite le métier dans lequel je suis et ils ont un certain sourire aux lèvres. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes conditions lorsque l'on est en France. Si, Catherine ? Il y a à réhabiliter la notion de plaisir, parce que le vin en fait partie, et je crois qu'il faut savoir le dire. Pour conclure, mon cher confrère, dans un édito brillant,
Pas mieux. Je pense que là, on a effectivement un certain nombre de mesures. Je pense que voilà, c'est une tendance globale d'essayer d'avoir tout simplement un peu de fierté pour ce produit qui fait rêver le monde entier, qui attire 12 millions de touristes chaque année dans les vignobles français, qui sont malheureusement, voilà, un petit peu aujourd'hui, quand ils voient la manière dont la France elle-même traite son vignoble, un peu choqués souvent de voir comment ça se passe ici. C'est pas un très bon signal qu'on leur envoie. Voilà, être simplement très fiers de ce produit dont nous sommes, nous, fiers ici, et de pouvoir le faire partager, ne serait-ce qu'en France, parce que si on veut communiquer à l'étranger, c'est très difficile si on ne peut même pas le faire chez nous. Bon, il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, monsieur, vous avez un micro? Alors, je citerai 3 réflexions que vous avez faites, M. Poels, M. Cointreau et Mme Roussel. M. Poels, vous avez dit qu'il n'y a aucun problème pour, en gros, les grands crus. Ça, c'est une affaire qui se développe très bien, qui est peut-être stagnant en volume, mais grimpe en valeur. Donc, c'est peut-être le secteur qui est le moins touché. D'autre part, Madame Roussel a dit qu'on se trouvait confronté effectivement à un problème, c'est qu'il n'y a plus assez de capacité dans certaines productions pour satisfaire la demande. Alors ça, c'est quand même un problème très, très sérieux, puisque, a priori, on ne peut pas planter de nouvelles vignes. La plupart du temps, on les arrache plus tôt. Enfin, du moins, on l'a fait. Voilà, on vous encourage, on vous donne même de l'argent pour les arracher, etc. Et alors, Monsieur Cointreau, vous-même, vous avez dit que oui, qu'il y avait cette volonté de cette association que je ne connais pas, qui s'appelle l'ALPA, de véritablement aller très loin dans une politique d'hostilité, on peut le dire, à ce magnifique produit qu'est le vin français. Sur l'ANPA, je vais simplement vous dire une chose. Je ne suis pas sûr d'avoir prononcé cette phrase, mais en tout cas, pour moi, ce qui est révélateur, c'est qu'aujourd'hui, les taxes sur les vins et spiritueux en France rapportent à peu près un peu plus de 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État. On nous parle d'alcool. Je crois tout simplement qu'il suffit de mettre en regard le travail fait sur la prévention. Le professeur Caillat parlait de prévention tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas 1% des sommes récoltées dans les taxes sur les vins et spiritueux qui soient consacrées à la prévention. Si véritablement l'ANPA et d'autres ont le souci de faire attention aux gens qui peuvent être malades à cause de l'alcool, je crois qu'on pourrait faire un petit peu mieux que moins de 1% des sommes récoltées. Une action oui. pour répondre à ce que vous disiez, effectivement, contre cette prohibition finalement du vin, il y a une action qui est menée, vous avez peut-être vu récemment dans la presse, par Vin et Société précisément, qui fait un vrai beau travail d'éducation et qui lance un manifeste. Donc, bon, pour toutes les personnes qui sont sensibles à la survie de notre métier, le slogan, enfin le manifeste, c'est ce qui va vraiment saouler les Français.com. Voilà, donc c'est juste pour aller dans le sens de la question. Olivier. D'autres questions? Je vais préciser la question que je vous ai posée. En ce qui concerne les grands crus, enfin disons les appellations contrôlées, les AOC, il est impossible aujourd'hui d'agrandir certains domaines parce qu'on tombe dans des terres qui sont pas satisfaisantes. Quel est le problème là Effectivement, il y a plusieurs cas. Agrandir la Romanée Conti, c'est pas possible. C'est un exemple, et il y en a beaucoup comme ça en France. On est évidemment dans un certain nombre d'appellations limitées, tout simplement. Mais la question n'est pas vraiment là. La question, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en France des entreprises qui marchent très bien, qui ont du potentiel, qui ont des clients, qui ont de la demande,
et qui souhaiteraient développer leur gamme. Alors, ce n'était pas forcément planté juste à côté, parce que s'il y a un mur, il y a un mur. Mais en tout cas, avoir la possibilité ou d'acheter des terres, de les exploiter, ou sur des terres qu'ils possèdent, d'étendre un petit peu leur production. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a un rouleau compresseur qui fait que, entre la législation qui empêche effectivement d'étendre le vignoble pour une bonne et simple raison, c'est qu'à côté, vous en avez d'autres qui, eux, n'ont pas de clients, ne font pas de la qualité et qui sont contraints d'arracher. Mais si on arrivait intelligemment à faire une petite balance, à faire une espèce de bourse et de marché et se dire, plutôt que d'arracher cette vieille vigne parce qu'il n'y a personne derrière pour reprendre, parce que le papy qui l'a fait ne s'est pas vraiment occupé de la commercialiser et qu'il n'y a pas de demandeur pour ça, et peut-être qu'à 500 mètres de là, il y a une entreprise qui aimerait bien la récupérer, qui a les clients pour ce faire, mais malheureusement, vous avez des structures comme les SAFER, par exemple, qui préemptent et qui vont vous dire, ben non, c'est pas possible. Je ne produis que 800 000 bouteilles par an, Château-Roubine. Je suis en rupture de rosée depuis le mois de juillet. Donc, je m'applique à répondre à l'ensemble de mes clients depuis le mois de juillet. Je n'ai pas de... Et en ayant acheté des terres, j'ai racheté 20 hectares, et je ne pourrais, qui sont classés AOC, donc que je pourrais planter en AOC, sauf que la bourse des droits à la plantation ne m'autorise qu'à un demi-hectare par année, donc sous forme de demande très lourde. Et un demi-hectare par année, ça ne va rien me faire du tout. C'est idiot. Alors donc voilà, évidemment, je me prive du développement économique export, évidemment. Donc je réponds non, je n'ai plus de vin à vendre. Oui, pour compléter, en Bourgogne, c'est encore plus crucial, hein, vu la petitesse des domaines, mais il y a beaucoup de vignerons, voire de négoces, qui sont allés acheter d'autres domaines ou planter des vignes dans d'autres régions de France, en Ardèche et ailleurs, voire à l'étranger, hein, en Oregon, en Californie, Napa Valley, etc. Donc c'est encore une autre démarche. Donc tout ça, c'est pour trouver du volume, parce qu'il y a le savoir-faire. Donc voilà. D'autres questions? Oui, bonsoir. Paradoxalement, les régions de fort alcoolisme en France sont des régions qui ne produisent pas de vin, c'est-à-dire la région Bretagne. La Bretagne, le Nord et la Normandie, puis et évidemment la région parisienne. Donc malheureusement, cela contamine les autres régions. Comment faites-vous pour vous démarquer de ces régions non productrices de vin mais à fort taux d'alcoolisme, qui créent beaucoup de violence au sein des familles, etc. D'autre part, là je pose une vraie question, je n'ai pas bien compris pourquoi vous êtes obligé quelquefois d'arracher des vignes. Est-ce que c'est la SAFER qui a un rôle dans tout cela ou pas? Et troisième point, où en est le classement par l'UNESCO du climat de Bourgogne? Je vous remercie. Qui veut répondre? Excusez-moi, juste une remarque. Je suis en fait très nostalgique. J'étais souvent invitée à Nuits-Saint-Georges chez une amie qui, hélas, est décédée et qui m'offrait du vin, qui m'apprenait à déguster le vin comme un art. Voilà. Madame de Loisy, peut-être, non? Tout à fait. Voilà, elle habite à 100 mètres de mon bureau. Le classement, on y croit. Hein. Il va falloir attendre 2014, mais il y a des actions qui se font tous les jours. On a fait célébré un chapitre samedi soir au Claude Vougeot des vendanges et des climats de Bourgogne. C'est Pierre Arditi qui a parlé avec beaucoup d'entrain, de poésie de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, qui n'est pas non plus de figer une situation, mais de mettre en avant un savoir-faire, une excellence unique. Il s'agit, en l'occurrence, on n'est pas obligé, personne ne nous contraint d'arracher, si ce n'est la pression foncière, notamment sur une région comme la Côte d'Azur. La pression foncière est très forte et nous recevons des primes à l'arrachage. Donc, uniquement. Donc, on n'est pas contraint de... Et même lorsque l'on arrache des vignes, nous bénéficions également de subventions. Donc, ce qui signifie qu'on ne nous pousse pas à planter, mais plutôt à arracher. Voilà. Quant à la première question, excusez-moi, mais je l'ai oubliée. Ah oui, l'alcoolisme, bon, moi, j'ai une réponse, mais je trouve que l'alcoolisme, il serait... Comment vous démarquez des régions de fort alcoolisme qui ne produisent pas de vin, mais qui contaminent en quelque sorte l'image générale, globale des producteurs de vin?
C'est un grand sujet. La seule remarque que je pourrais faire, c'est que je pense qu'il faudrait l'alcoolisme, il faudrait quand même pouvoir déterminer l'alcoolisme qui provient du vin ou l'alcoolisme qui provient de l'alcool. Et je ne crois pas qu'effectivement, dans des régions comme la Bretagne ou le nord de la France, où il y a une grosse mortalité due à l'alcool, il serait quand même temps aussi de pouvoir identifier la nature de l'origine de ces accidents mortels par l'alcool. Enfin, voilà, Bon, là, c'est une question. Je pense que ça démontre difficile. une chose, en tout cas, très intéressante, c'est que dans les régions où on produit du vin, il y a une culture du vin, que la culture et l'éducation est sans doute le meilleur rempart à l'alcoolisme. Et que, effectivement, en Bourgogne, on boit, mais on sait boire modérément, mieux sans doute qu'en Bretagne. Voilà. Si je puis me permettre, on peut faire même parallèle au niveau des pays européens. On s'aperçoit que, vous parliez de binge drinking tout à l'heure, les pays qui sont le plus à même de faire ce genre de choses, c'est les pays anglo-saxons et les pays baltiques, donc peu de pays producteurs de vin, même si l'Angleterre, il y a 1000 hectares de vignes. Alors ça veut bien dire qu'effectivement, je suis dans le sens d'Olivier, les régions de production sont attentifs à leur production, et les gens qui sont élevés dans des régions de production sont attentifs à leur vin, tout simplement. En Bourgogne, on ne boit pas, on déguste.